On a vu que les attentes étaient extrêmement diverses, qu'elles sont importantes aussi du fait du rôle important que remplit cette profession. On va entendre à présent ce qu'attendent les acteurs institutionnels. Eux, ils accompagnent la profession dans ses évolutions, ils sont garants de l'orthodoxie des règles, mais c'est aussi en fait des facilitateurs du développement des commissaires de justice. On va les entendre à présent et on va entendre encore une fois ce qu'ils attendent de vous tous. J'accueille donc sur cette scène Didier Banqui, inspecteur général des finances, président du conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Bonjour messieurs. Vanessa Perret, magistrate, directrice de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Merci d'être avec nous. Benoît Linault devait être avec nous et finalement, le directeur du pôle national de prévention des expulsions locatives de la délégation interministérielle, eh bien, il est devant le Conseil d'État puisqu'il doit défendre un projet de décret sur les CAPEX qui concernera la profession. Il s'excuse donc de ne pouvoir être là, mais Alexandre Speck, délégué de la Cour d'appel de Colmar, fera son relais efficace. Merci à lui. Lorraine Roche, sous-directrice des professions juridiques et judiciaires, direction des affaires civiles et du Sceau, nous rejoint également. Et enfin, Rudy Laher, professeur de droit privé à l'Université de Limoges, termine ce panorama. Merci à tous les 5. Didier Banqui, nous savons que l'État fait depuis des années de la lutte contre la fraude fiscale, sociale, mais aussi contre la délinquance, le narcotrafic. C'est une des priorités de son action répressive. Le point commun de toutes ces actions, bien évidemment, c'est de viser au portefeuille en impliquant de plus en plus de professionnels du droit pour être au plus efficaces, comme les commissaires de justice, dans la chaîne de détection des activités suspectes. Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est-à-dire le COLB, que vous présidez, et sa place dans l'action de l'État? Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de pouvoir intervenir devant vous. Alors, le COLB regroupe des acteurs publics et des acteurs privés qui sont en charge de la lutte contre la criminalité financière. Donc, parmi les acteurs publics, il y a toutes les grandes directions du ministère des Finances, l'administration fiscale, les douanes, la répression des fraudes, tout ça, ainsi que la cellule de renseignement financier de Tracfin. Donc, il y a les services du ministère de l'Intérieur, les services du ministère de la Justice, de l'Outre-mer. Il y a un certain nombre d'autorités, comme les autorités de supervision du secteur financier, donc l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est le superviseur des banques et des compagnies d'assurance, l'autorité des marchés financiers. Et puis, il y a d'autres autorités, comme l'autorité nationale des jeux, la GRASC, qui est en charge du recouvrement et de la gestion des biens saisis et confisqués. Et puis, il y a des acteurs du secteur privé qui correspondent à toutes les professions qui sont assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux, voulue par le législateur. Et donc, ces professions, c'est l'ensemble des professions du chiffre du droit, donc les avocats, les notaires, et les greffiers des tribunaux de commerce, les experts comptables, les commissaires en compte, et bien sûr les commissaires de justice. Et puis il y a d'autres entités aussi, mais ça va jusque, par exemple, aux agents représentant les sportifs de haut niveau. Vous voyez, donc ça va très loin. Et dès l'année prochaine, puisque c'était une décision de la Commission européenne, ça va être élargi aussi à de nouvelles professions, comme les promoteurs immobiliers, comme les loueurs de voitures ou d'avions de luxe, et ainsi de suite. Voilà. Donc, le COLB représente donc rassemble toutes ces professions. Et on a plusieurs missions. Je voudrais simplement en souligner 3 qui me paraissent les plus importantes. D'abord, la première mission, c'est d'organiser le dialogue, les échanges, les partages d'expériences entre ces autorités qui sont en charge du volet préventif et celles qui sont en charge du volet répressif, donc les autorités d'enquête et de poursuite. Je vais revenir sur cette distinction et sur la stratégie de la France en matière de lutte contre la criminalité financière, qui repose justement sur l'existence à la fois
d'un volet préventif et d'un volet répressif. Ça, c'est la première des missions. La deuxième des missions, c'est d'élaborer et d'actualiser à intervalles réguliers l'analyse nationale des risques. Parce que la lutte contre la criminalité financière, c'est un dispositif en fait international, qui a été mis en œuvre il y a une trentaine d'années par une instance qui était issue du sommet du G7 et qui définit un certain nombre de recommandations, de critères, mais il y a un point commun à l'ensemble des dispositifs, c'est que chaque pays, chaque juridiction doit apprécier les risques auxquels ce pays est exposé en matière de criminalité financière. Ce n'est pas tout à fait la même situation entre la France, le Brésil, le Nicaragua ou l'Inde. Et donc, chaque pays a sa responsabilité d'apprécier ces risques, de mettre en place des dispositifs d'atténuation des risques. Et donc, il importe au COLB, justement, d'élaborer cette analyse nationale des risques, qui ensuite, d'ailleurs, est déclinée profession par profession dans des analyses sectorielles des risques, qui rentrent davantage dans le détail, qui analysent avec plus de finesse les risques auxquels ces professions sont associées, sont exposées plus exactement, et il y a une analyse sectorielle des risques élaborée par la Chambre nationale des commissaires de justice. Et puis, à l'occasion de ces travaux, une des missions aussi importantes du COLB est de proposer au gouvernement des mesures législatives, réglementaires, de procédures, de façon à combler les trous dans la raquette, parce qu'en permanence, c'est une caractéristique du système, c'est que les évolutions criminelles sont extrêmement importantes et il faut en permanence s'ajuster. En permanence s'ajuster. Alors on peut reprocher qu'en effet, il y a régulièrement des nouvelles dispositions réglementaires et législatives qui apparaissent, mais c'est parce que ça répond aussi à des évolutions des pratiques criminelles. Je veux dire, si on revient quelques années en arrière, tout ce qui concernait les cryptoactifs ou les crypto-monnaies, c'était rien. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'important. Mais il pourrait en prendre énormément d'exemples, tout ça. Ça évolue en permanence. Et donc, à travers ces pratiques du quotidien entre les acteurs du répressif et du préventif, on met en évidence un certain nombre d'évolutions et on propose au gouvernement de s'adapter en fonction d'eux. D'où d'ailleurs l'actualité au Parlement sur les différents textes aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, on entend beaucoup parler ces derniers temps d'un renforcement des obligations pesant sur un certain nombre de professionnels en matière de déclaration, de contrôle, de surveillance. Le Sénat, c'est ce dont on parlait, a récemment adopté un texte renforçant l'encadrement juridique des structures économiques face au risque de blanchiment. On sent plus que jamais une mobilisation accrue des pouvoirs publics. Rappelez-nous finalement quels sont les enjeux. Alors, il y a beaucoup de textes en préparation. Vous avez cité un. Il y a eu, il y a 6 mois à peu près, il y a la loi sur le narcotrafic qui a été adoptée. Il y a en préparation un autre texte sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui va renforcer un certain nombre de dispositifs et tout ça. Donc, en termes d'enjeux, je veux dire que ce que l'on estime comme étant l'enjeu principal, c'est d'être capable d'embarquer en quelque sorte dans ce partenariat entre public et privé la capacité d'un certain nombre de professions à être vigilants, parce qu'avant tout, ce sont eux qui sont sur le terrain les plus proches des criminels, c'est-à-dire les plus proches de la façon dont ils peuvent détecter comment ils vont être instrumentalisés, manipulés par les criminels. C'est ça le sujet. C'est vous qui, en étant sur le terrain, voyez comment les criminels peuvent essayer de vous instrumentaliser pour blanchir le fruit de leurs activités illégales. Donc l'enjeu, c'est justement de faire partager cette idée qu'en France, mais ce n'est pas qu'en France, mais il y a d'autres modèles qui existent, on estime que pour être efficace globalement, il faut avoir une égale intensité d'effort sur le volet préventif que sur le volet répressif. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, et donc, on s'attache beaucoup à faire en sorte que le volet préventif
soit un aspect important du dispositif de lutte contre la criminalité financière. Et les commissaires de justice font partie du volet préventif. Et sur le volet préventif, ça veut dire aussi que, on a mis en place en France, par exemple, pour ça aller rapidement, un certain nombre d'outils, l'existence de grand nombre de registres. Au départ, il y avait FICOBA, le registre des comptes bancaires et des coffres-forts. Après, il y a eu le registre des bénéficiaires effectifs, le RCS, le registre des trusts, des fiducies, j'en passe et tout ça. Donc, c'est en fait pour savoir simplement qui sont les acteurs, y compris derrière les personnes morales, c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs des personnes morales, qui essayent d'agir lorsqu'ils veulent occulter un flux financier. Donc, parmi les éléments, donc, il y a l'existence de ces registres pour vous permettre de savoir à qui vous avez affaire, la connaissance client. On a mis en place des réglementations qui limitent complètement la circulation du cash. Encore dernièrement, ce n'était pas le cas dans d'autres pays européens, où le cash était totalement sans limite, la circulation du cash était sans limite. Et on veut on veut pouvoir tracer tous les flux financiers. Donc, notre stratégie en matière préventive repose sur le fait que tous les actes financiers qui vont de A à B puissent être identifiés. Qui est A, qui est B et quel est le flux financier. Donc c'est la transparence. Et en tant que tel, acteur où vous passez un certain nombre d'actes, où vous légalisez un certain nombre d'opérations, il vous est demandé, le législateur vous a demandé d'être vigilant, c'est-à-dire simplement de vous poser la question de savoir si ce que l'on vous demande de faire, ça a du sens d'un point de vue économique. Est-ce que derrière ce qu'on vous demande de faire, est-ce qu'il n'y a pas une opération qui cherche à occulter, à opacifier une activité criminelle, que ça soit à l'occasion d'un transfert d'un bien, d'un patrimoine à un autre, que ça soit à travers la légalisation d'une opération qui peut apparaître complexe et tout ça. Donc c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire partager au secteur non financier le rôle extrêmement important qu'ils ont dans la mise en œuvre de la stratégie de la France. Et donc très précisément, en ce qui concerne les commissaires de justice qui sont devant vous en ce moment, quelles sont vos attentes spécifiques? Parce qu'il faut le dire, pour eux, souvent les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ça leur paraît très éloigné de leur quotidien et c'est plutôt perçu comme une contrainte chronophage qui engendre des coûts. Alors perçu comme une contrainte chronophage qui demande des ressources financières ou humaines. C'est moins le cas dans votre profession, mais c'est vrai dans d'autres cas, dans d'autres professions du chiffre du droit. Ça peut être aussi contraignant, nuisible par rapport au développement de leur activité. Je veux dire, pour un avocat, être trop intrusif ou pour un notaire être trop intrusif sur l'origine des fonds de son client ou son patrimoine, et celui de ses enfants quand c'est une personne politiquement exposée et ainsi de suite, ça peut nuire aussi à la relation de confiance qu'un client peut espérer d'avoir d'un professionnel. Donc, l'élément essentiel, c'est à la fois de comprendre que la vigilance qui est demandée, elle est liée aussi à la perception que vous avez du risque auquel vous êtes exposé. Ce n'est pas tout à fait la même chose lorsque vous agissez dans un secteur hors monopole que lorsque vous êtes dans l'exécution d'une décision de justice. Ouais, la façon dont vous pourrez être exposé à un risque n'est pas de même nature. Donc, le degré de vigilance doit être adapté justement à la nature de ce risque. Et donc, il faut être conscient de la façon, à la fois de la façon dont les criminels peuvent instrumentaliser. Donc, j'évoquais un certain nombre de situations, la transmission, par exemple, d'un bien, d'un patrimoine à un autre, la légalisation on vous demande de légaliser une collecte de fonds, on vous demande pour justifier une opération ultérieure de financement de telle ou telle opération, et ainsi de suite. Et donc, vous devez, dans chacun des cas, avoir un certain nombre de signaux d'alerte.
C'est ça qui est nécessaire. Par exemple, je vais donner 3 ou 4 exemples de signaux d'alerte. D'abord, ça peut être lié à l'opération elle-même. Quand vous avez une opération qui intervient dans le cadre d'un montage extrêmement complexe, où il y a plusieurs sociétés, un empilement de sociétés, de personnes morales, premier signal d'alerte. Pourquoi? S'il y a ce montage compliqué. Après, ça peut être lié à la nature du bien concerné par la transaction. Origine douteuse. On a des cas, par exemple, un bien culturel qui, à l'évidence, provient peut-être d'un théâtre de guerre. Voilà, des choses comme ça. Avant de légaliser une opération portant sur un bien culturel, tout ça, on peut peut-être s'interroger d'où vient le bien. Ensuite, ça peut être lié au fait que parmi les acteurs, un des acteurs demande à ce que tout ceci soit légalisé avec des paiements en espèces et tout ça. Donc, quand il y a une exigence forte de faire intervenir des flux financiers en espèces, troisième critère d'alerte. Ça peut être aussi, quatrième, et j'arrêterai là, lorsqu'il vous est difficile d'identifier un des acteurs, à travers notamment le fait qu'il y a un enchaînement de personnes morales et que finalement vous ne savez pas avec qui vous êtes obligé de passer un acte. Donc tous ces éléments-là, ça doit devenir des réflexes naturels, ça l'est de plus en plus. Et c'est ça qui, finalement, vous est demandé d'être vigilant, de vous poser des questions, que ce ne soit pas mécanique, de se poser des questions. Est-ce que finalement, ce qu'on me demande de faire, c'est vraiment clean, ou est-ce qu'il y a un petit doute? Et s'il y a un petit doute, ça doit se transformer par une déclaration de soupçon à chaque fin. Merci Didier Banqui, merci pour cette prise de parole. Je vais me tourner vers vous, Alexandre Speg. Je voulais poser la question à Benoît Linault, tout simplement parce qu'il dirige le pôle de prévention des expulsions locatives de la délégation interministérielle à l'habitat et au logement, mais il a une bonne excuse. Vous allez donc prendre le relais. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les enjeux plus particulièrement en matière de prévention des impayés et des expulsions ? Merci pour cette question. Je voulais adresser encore une nouvelle fois les excuses de M. Benoît Linault qui avait vraiment volonté de venir discuter aujourd'hui avec nous ce jour, et Georges Goliot me l'a encore rappelé auparavant. Juste un petit rappel des chiffres tout d'abord pour que vous en savez quand même pas mal, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a chaque année 150 000 personnes qui sont expulsées judiciairement de leur logement, ce qui est quand même un chiffre significatif, qui est la taille quand même d'une petite ville. Plus globalement, les procédures d'expulsion, ça concerne et ça précarise 400 000 ménages qui sont menacés de mise à la rue. 95% des procédures d'expulsion sont dues et sont liées à des impayés de loyer, ce qui est quand même particulièrement également significatif. Ce qui alimente également la défiance des propriétaires bailleurs qui ont parfois du mal ou plus la volonté de remettre leurs biens en location. Quel est le rôle du pôle de prévention ? C'est de créer une politique du logement qui s'articule autour d'une double méthodologie qui est à la fois curative et préventive. La première, c'est favoriser l'accès au logement. Et je dis bien « et », c'est bien ça le mot important de cette phrase, c'est favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement des personnes défavorisées. Vous aurez bien compris que c'est un petit peu antinomique. Et que c'est dur de combiner à la fois les attentes des locataires et à la fois des attentes des bailleurs. Pour répondre plus particulièrement à la question que vous avez posée, le rôle de la prévention des expulsions, elle est par nature interministérielle. C'est bien son rôle, puisqu'il n'y a pas un ministère spécifiquement dédié, et ça recouvre plusieurs pans, à la fois sociaux, à la fois juridiques et à la fois d'ordre public. Elle est également transversale puisqu'elle mobilise de nombreux acteurs qui sont à la fois publics, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'État, les associations, les collectivités territoriales et bien évidemment nous, les commissaires de justice, vous vous en doutez, qui sommes au cœur de la procédure d'expulsion. L'idée de cette direction, c'est de créer un lien entre les différentes directions administratives et centrales qui sont reliées et concernées par cette politique au niveau national, ce qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre. C'est une sorte de rôle de pilote et de chef d'orchestre de la procédure d'expulsion.
On va se concentrer sur 6 objectifs principaux pour... vous vouliez intervenir? Non, pardon, je voyais sourire. C'est sécuriser en amont de l'impayé le paiement du loyer, qui est particulièrement important. C'est identifier plus rapidement les impayés de loyer afin d'accélérer leur prise en charge. C'est améliorer le remboursement des dettes locatives afin d'éviter ce qu'on peut avoir trop souvent, l'effacement des dettes locatives. Et c'est surtout permettre le relogement rapide des locataires. Voilà. Et enfin, réduire les risques liés à la procédure d'expulsion locative, à la fois pour le locataire, mais pour le bailleur, qui est souvent particulièrement incommodé par cette procédure. Et on va sûrement fiabiliser les dispositifs judiciaires d'appurement de la dette. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le commissaire de justice, c'est un fil rouge en fait, des procédures? Oui, fil rouge, je crois que c'est vraiment le terme, puisque le commissaire de justice, je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui, intervient en amont, pendant la procédure contentieuse et surtout au moment de l'exécution. Donc le rôle du commissaire de justice est particulièrement important. Il est également le seul à être à la fois en contact avec le locataire et le bailleur, ce qui est quand même assez rare pour le souligner, et ce qui peut permettre de trouver des solutions amiables de règlement des litiges ou alors de règlement de la dette. C'est aussi, et ça vous le savez, le commissaire de justice, c'est un homme de terrain, c'est le seul à se rendre directement sur place et à rentrer en contact avec les locataires. Et c'est pour ça que le pôle expulsion a beaucoup d'attentes sur le rôle du commissaire de justice, et notamment afin d'identifier en amont le plus possible les ménages qui sont en situation d'impayé locatif. Donc c'est vraiment à nous l'attente, lors des significations, de recueillir le plus d'informations possible pour connaître la situation spécifique des différents locataires. On le fait déjà, je ne vous l'apprends pas non plus, les notifications que l'on fait de manière à la CAPEX par le logiciel Exploc, on le fait tous de manière fréquente. Le deuxième objectif, c'est de caractériser le degré de vulnérabilité des locataires en situation d'impayé. Alors ça me parle un peu plus, puisque moi, à titre personnel, là, je me décorrèle des propos de Benoît Linault, je vais parler à titre personnel. J'interviens à chaque fois aux réunions CAPEX, à toutes les réunions au sein de ma sous-préfecture, et il est assez intéressant de voir que malgré le nombre de personnes et d'intervenants qu'on a, assistance sociale, UTAM, SCAF, gendarmerie, etc., on a très peu d'informations qui remontent, et parfois on n'arrive pas à décider des dossiers dans cette commission. Et souvent, les préfets ou les sous-préfets donnent ou ordonnent un report dans ces dossiers, ce qui a le mérite parfois de générer un temps malheureusement considérable pour obtenir le concours de la force publique. Voilà en quoi on peut. Alors, pour en terminer rapidement, quelles évolutions de procédures vous semblent souhaitables ? Alors il y a plein de procédures, il y a plein de projets, en tout cas il y en a 4 qui ont été listés par ce pôle. Ça a été un petit peu rappelé ce matin d'ailleurs en amont par Madame la professeure Amrani Meki, qui, sans vouloir simplifier les actes qu'on délivre, veut ou encourage à ce qu'ils soient simplifiés dans leur lisibilité, dans leur compréhension par les locataires, en tout cas dans ce cadre-là, par les personnes à qui on signifie les actes. Et il est envisagé de recourir à une méthode qui s'appelle la méthode FALC, facile à lire et à comprendre, qui fait référence en matière d'accessibilité des documents d'information. Il y a un deuxième projet, c'est des nouveaux moyens de communication avec les locataires qui peuvent être mis en place. C'est parfois le recours au QR code dans les avis de passage qu'on délivre ou dans les courriers qui sont envoyés après la délivrance des actes. C'est une proposition qui me tient également à cœur puisque avec Benoît Santoire, on l'a développé lors de la Biennale des commissaires de justice qui s'est déroulée dans ma cour d'appel à Strasbourg. C'est pour ça que j'y suis particulièrement attaché. Ensuite, on a un projet un peu plus prospectif qui a été un temps exploré avec la chancellerie. C'est une procédure de médiation entre les locataires et les bailleurs au stade précontentieux, qui viserait à réduire éventuellement les recours contentieux et évidemment, vous l'avez bien compris, à décharger les juridictions. Et enfin, les commissaires de justice que nous sommes ont un rôle majeur dans la création et le déploiement de la nouvelle application de lutte contre les expulsions et les impayés locatifs. L'acronyme, c'est ALEXI,
et qui sera déployé sur le territoire national courant 2026. Merci à vous. Je me tourne à présent vers vous, Vanessa Perret. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté d'intervenir en tant que présidente de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC, puisque nous savons que le garde des Sceaux a souhaité vous appeler à d'autres fonctions, à la tête du futur parquet national anti-criminalité organisée. Un grand bravo. Le rôle de l'AGRASC est central dans l'action de l'État contre la criminalité organisée. Il est aussi bien connu d'une partie des commissaires de justice, mais sans doute pas du plus grand nombre. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux des actions que la profession effectue pour votre agence ? Oui, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis un petit merci spécial quand même pour Benoît Santoire, avec lequel j'ai eu des échanges dans mes précédentes fonctions de conseillère justice à Matignon notamment, et je voudrais dire devant sa profession qu'il a tout à fait à cœur de servir vos intérêts, et je crois que ça mérite d'être dit, d'être remercié. Merci aussi à l'Ordre, à Maître Carlier et Maître Moreton, avec lesquels, en tant que directrice de l'AGRASC, on a des échanges très constructifs qui sont très utiles et qui vont faire que ce que je vais vous expliquer sur ce partenariat a vraiment du sens. Bravo à eux surtout. Concernant peut-être l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, très rapidement, c'est une agence de l'État qui dépend du ministère de la Justice et aussi de celui des comptes publics, et qui a pour mission d'exécuter les décisions de justice de saisie et de confiscation, et de faire du coup qu'on vend les biens ou alors on les affecte à des services de police, c'est-à-dire qu'on les donne par exemple gratuitement, et les produits bien sûr des ventes vont dans les caisses de l'État ou à des missions comme la mission interministérielle de lutte contre les drogues. Donc cette agence a effectivement un partenariat important avec les commissaires de justice pour les ventes. Et je vous entendais dire aux précédents intervenants que le commissaire de justice, c'est un peu le fil rouge. C'est un peu la même chose pour nous à l'AGRASC, puisqu'en fait, vous allez voir qu'on a vraiment souvent affaire aux commissaires de justice, tant pour les biens mobiliers, pour les ventes aux enchères, que pour les biens immobiliers, parce qu'on a énormément d'actes à faire à des commissaires de justice. Donc peut-être sur les biens mobiliers, pour expliquer très rapidement, les commissaires de justice sont très utiles à l'AGRASC au moment des saisies, parce qu'il arrive aux magistrats, aux enquêteurs, de demander à des commissaires de justice de venir faire des évaluations de biens pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'être saisi. Donc ça, c'est le premier partenariat qui est quand même, à mon avis, très intéressant pour qu'on connaisse la valeur du bien et pour qu'on sache si oui ou non ça vaut le coup qu'il soit saisi. Deuxième efficacité des commissaires de justice, c'est bien sûr les ventes et la valorisation des biens qui sont confiés à l'AGRASC. Pour ce faire, on a signé il y a maintenant longtemps, le 30 septembre 2022, avec la Chambre des commissaires de justice et l'AGRASC, un protocole afin d'encadrer les relations, identifier les attentes et les besoins de chacun. Donc du coup, ce protocole, il explicite qu'en fait, chaque commissaire de justice qui travaille avec l'AGRASC doit remplir un cahier des charges, et du coup, pour qu'on puisse avoir ce partenariat. Alors à l'heure actuelle, on a plus de 190 commissaires de justice qui travaillent avec notre agence. On ne désespère pas que vous alliez sur le stand de l'AGRASC qui est représenté ici pour aller demander où, justement, on n'a pas trop de commissaires de justice pour qu'on puisse avoir un maillage territorial plus important et davantage utiliser vos services. Donc en tout cas, grâce à ce protocole et à ce partenariat, l'année dernière, jusqu'au 30 novembre pour l'année 25, on a vendu environ, ensemble collectivement, 4500 biens pour un montant d'environ 22 millions d'euros, et l'année n'est pas finie. Cet argent, il sert à indemniser les victimes et il sert à aller dans les caisses de l'État. Donc c'est un partenariat collectif qui est quand même très efficace et qui est vraiment un cercle vertueux, on le dit tout le temps, auquel participent les commissaires de justice. On a eu des grands succès avec les commissaires de justice cette année, puisqu'on a organisé notamment la vente d'un yacht qui a été vendu 10 millions d'euros. Il y a eu beaucoup de publicité sur ce yacht, donc on était très contents, grâce à un commissaire de justice, deux commissaires de justice d'ailleurs, qui se sont vraiment impliqués. Et puis on a fait en novembre une autre opération qui était vraiment très intéressante, qui était lors de la nuit du droit, où comme on est tous juristes, on avait tous besoin d'être représentés. On a fait 9 ventes aux enchères simultanées dans différents lieux, avec des commissaires de justice qui ont vraiment tous beaucoup travaillé, et ça a rapporté environ 5 millions d'euros, donc on en est vraiment très contents. Concernant les biens immobiliers, clairement, les commissaires de justice sont à la fois les yeux, les oreilles de l'AGRASC sur le terrain,
puisque on les mandate pour se rendre dans le bien confisqué, le décrire, relever la situation d'occupation. On va, par exemple, lorsque l'accès au lieu est impossible, demander d'obtenir une ordonnance sur requête auprès du juge civil afin d'être autorisé à entrer dans les lieux et puis relever l'identité des occupants. On va demander d'établir des constats de reprise ou de faire changer des serrures parfois. En cas d'occupation par le condamné, on peut évidemment aussi mandater des CDJ pour délivrer des commandements de quitter les lieux et mettre en place les procédures d'expulsion. Et puis, on fait aussi des affectations sociales parfois de biens immobiliers. Donc, c'est des commissaires de justice qui vont être avec nous pour faire visiter le bien, pour l'évaluer, etc. De la même façon, lorsqu'un jugement exécutoire est rendu en faveur de la grâce, le CDJ va procéder aux actes de recouvrement forcé. Donc vraiment, dans la vie quotidienne de la grâce, qu'on a vraiment besoin de vous et on n'hésite pas à vous solliciter. Alors, quelles sont vos attentes envers les commissaires de justice aujourd'hui et quelle est votre appréciation des missions qu'ils remplissent aujourd'hui pour vous ? Alors peut-être des attentes et peut-être des bonnes pratiques qui sont relevées chez les uns par la grâce et qui pourraient être harmonisées et en tout cas diffusées sur tout le territoire national. La première attente, peut-être, c'est une demande d'aide. On ne vend pas assez à la grâce tout ce qui est bien incorporel. C'est-à-dire les licences 4, les licences de taxi, les marques, les noms de domaine. Et ça, je crois qu'on a vraiment besoin de votre expertise en cette matière parce qu'on le fait assez peu et on serait content d'avoir votre aide sur ce point. C'est un domaine dans lequel on aimerait bien s'investir. Par ailleurs, deuxième attente peut-être, il y a des territoires qui ne sont pas encore couverts par les commissaires de justice et vraiment ça nous manque parce que parfois pour organiser des ventes on a du mal et donc ce serait intéressant qu'on conventionne davantage. Et puis peut-être des bonnes pratiques chez les uns qu'on peut diffuser chez les autres. Il y a des commissaires de justice qui nous proposent des solutions de stockage, notamment pour les véhicules. Je dois vous dire que ça nous aide énormément. Ça permet de diminuer les frais de gardiennage et donc les frais de justice et ça aide beaucoup. Par ailleurs, il y a des commissaires de justice qui récupèrent hyper vite les biens une fois qu'ils ont été donnés à la grâce. Ça aussi, ça nous aide beaucoup plutôt que de le faire juste avant les ventes. Enfin, certains commissaires de justice procèdent eux-mêmes à la destruction des biens contrefaits quand on leur fait expertiser. C'est vrai que ça ne sert à rien que ça revienne au tribunal pour ensuite être détruit. Donc c'est ce genre de bonne pratique, à mon avis, qui est vraiment intéressant pour nous. Voilà en gros quelles sont les attentes, quelles sont les peut-être petites marges de progression. En tout cas, merci beaucoup de ce partenariat et je sais qu'il perdurera bien évidemment et qu'il même augmentera pour que les ventes l'année prochaine soient encore meilleures. Merci. Merci beaucoup Vanessa Perret. Lorraine Roche, vous êtes depuis septembre dernier sous-directrice des professions juridiques et judiciaires à la DAX. Vous êtes aussi magistrate, ancienne juge du contentieux de la protection. Vous avez un regard forcément très transversal sur la profession, sur ses contraintes, sur ses besoins, sur ses demandes. Le maillage et la proximité sont deux préoccupations récurrentes. Comment vous appréhendez ces problématiques pour la profession ? Merci déjà de votre invitation. Je souhaiterais également vous remercier d'avoir rappelé la transversalité de la direction des affaires civiles. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les échanges sur les sujets de lutte contre le blanchiment ou d'expulsion. Alors sur le sujet du blanchiment d'abord, il se trouve que la sous-direction des professions judiciaires et juridiques, par l'intermédiaire du bureau de la déontologie et de la discipline, est également en première ligne. Sans paraphraser M. Banqui, le respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment figure en bonne place dans le corpus déontologique de la profession. La diversification des activités des commissaires de justice se traduit nécessairement par une vigilance accrue dans ce domaine, y compris pour leurs activités accessoires. Alors, la direction des affaires civiles encourage et soutient la diffusion de cette culture professionnelle auprès des commissaires de justice qui passe par la formation continue. S'agissant des expulsions, j'ai également écouté avec beaucoup d'attention les développements de M. Lino. La direction soutient évidemment l'initiative de la CNCJ d'un développement de QR code sur des flyers qui pourraient accompagner les actes du commissaire de justice, qui donnerait accès à une vidéo explicative et qui permet à la personne qui reçoit ce QR code de mieux comprendre l'acte, ses conséquences et ce qu'il peut en faire. Pour répondre maintenant plus précisément à votre question donc sur le maillage et la proximité, elles sont au cœur de nos préoccupations. Un maillage et une proximité réussis
sont la garantie de l'accessibilité des justiciables au service public de la justice, si cher au cœur du ministère de la Justice. La proximité avec le justiciable est l'essence même de cette profession. C'est le commissaire de justice qui est la liaison entre la juridiction et le justiciable, on l'a déjà rappelé. Il est la connexion entre les justiciables. Il est celui qui se déplace dans l'intimité du justiciable et qu'il s'agisse de lui signifier des actes ou de réaliser des constats. Donc c'est ainsi pour favoriser le maillage territorial que dans le cadre, par exemple, des cartes d'installation, les candidatures sont examinées pour l'installation des commissaires de justice, d'abord sur les zones les moins attractives aux plus attractives. Il faut évidemment s'adapter aux souhaits grandissants, en particulier des nouvelles générations, de s'installer dans les zones urbaines. Alors plutôt que de contraindre, la DACS, la Direction des Affaires Civiles, est favorable à inciter l'installation en zone rurale ou semi-rurale. C'est vrai que le souhait d'un maillage territorial, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir des commissaires de justice partout sur le territoire. Donc ça pourrait se faire par le biais, par exemple, d'avantages financiers. Et je souligne à cet égard l'influence de la contribution volontaire obligatoire, la CVO, dont la distribution, arbitrée par la CNCJ, joue un rôle majeur dans la préservation du maintien d'une représentation des commissaires de justice dans les territoires ruraux. C'est évidemment ce vers quoi nous devons tendre collectivement pour maintenir la qualité du service rendu aux usagers qui ont et auront toujours besoin d'un commissaire de justice. Alors, on constate aussi que l'un des mouvements de fond de la justice consiste à déplacer la résolution des litiges hors du tribunal. Qu'attendez-vous demain des commissaires de justice ? Alors, le développement de l'amiable, comme la déjudiciarisation de certains contentieux, appelés de ses voeux par le ministère de la Justice, ne peuvent se faire sans les commissaires de justice. Quel est le lien entre un demandeur et un défendeur, entre un créancier et un débiteur ? C'est le commissaire de justice. Ce dernier est vu aux yeux de la Direction des Affaires Civiles et plus largement au sein du ministère de la Justice comme un facilitateur de la résolution des litiges. C'est exactement dans cet esprit que les saisies-rémunérations ont été confiées au commissaire de justice. Le décret du 12 février 2025 a repensé le mécanisme des saisies-rémunérations et leur a transféré des compétences nouvelles, en réservant l'intervention du juge aux cas les plus résiduels. Alors, un nouveau commissaire de justice, le commissaire de justice répartiteur, a ainsi été créé et se trouve désormais au cœur du dispositif. Et les premiers résultats sont d'ailleurs très encourageants puisque les commissaires de justice sont parvenus à établir 2700 conciliations en 5 mois à peine. Je l'ai appris récemment, donc je profite de ce jour pour le rappeler. Autre preuve de la confiance du ministère à l'égard des commissaires de justice, le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés peut leur être confié. Donc les commissaires de justice sont plus que jamais perçus comme les partenaires indispensables de la justice, notamment dans ces évolutions. Merci beaucoup Lorraine Roche. Je me tourne vers vous à présent, Rudy Laher. Vous êtes professeur à l'Université de Limoges. Vous enseignez notamment les voies d'exécution à de futurs commissaires de justice ou alors des collaborateurs d'office. Vous êtes donc un observateur privilégié des liens entre université et commissaires de justice, aussi bien qu'avec les professionnels qu'avec les institutions de la profession. Quel regard vous portez sur l'évolution de ces liens ? Qu'attendent aujourd'hui, à votre avis, les universités de la profession dans son ensemble ? Bien, merci pour cette question et merci pour l'invitation. Alors, concernant la première question, c'est vraiment une évolution très intéressante sur laquelle je peux revenir très rapidement. Au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, les liens entre l'université et les anciennes professions d'huissier et de commissaire-priseur étaient plutôt minces, voire quasi inexistantes. Et la raison est assez facile à comprendre en réalité. C'est qu'aucun diplôme universitaire n'était exigé pour être huissier ou commissaire-priseur. On considérait que c'était un métier de procédurier qui s'apprenait sur le tas et pas en potassant le code Napoléon dans une faculté de droit. Les liens se sont progressivement développés à mesure finalement que les exigences de diplôme se sont élevées. Pour faire court, dans les années 70, on a commencé doucement, on a exigé la capacité en droit. Puis, dans les années 80, on passe à la licence de droit pour les huissiers, double licence droit, histoire de l'art pour les commissaires-priseurs. Dans les années 90, les huissiers passent à la maîtrise et donc s'élèvent au même niveau que les magistrats et les avocats à l'époque.
Et puis avec le rapprochement des deux professions, on franchit un dernier seuil, puisqu'il faut un master, comprendre un master 2, donc un DEA ou un DESS, pour intégrer l'INCJ. Et donc finalement au XIXe siècle, sauf cas particulier, vous avez des huissiers, vous avez des commissaires-priseurs qui n'ont jamais mis les pieds dans une faculté de droit. Alors qu'au XXIe siècle, un commissaire de justice, il a au moins passé 5 ans dans une faculté de droit. Et ces 5 années changent tout. Ce sont 5 années durant lesquelles plutôt le commissaire va acquérir des connaissances juridiques au-delà des seules matières techniques propres à sa profession. Ces 5 années au cours desquelles il va structurer son esprit, il va devenir juriste, pour reprendre une expression du professeur Christian Attias. Et puis ces 5 années, enfin et surtout, où il va fréquenter d'autres étudiants qui ne vont pas tous devenir commissaires de justice, et où il va aussi rencontrer des enseignants qui, je l'espère, lui auront donné le goût du droit et le goût des études. Et parfois, le commissaire va revenir à l'université pour assurer des travaux dirigés, pour assurer un séminaire, pour même parfois assurer un cours magistral. Plus rarement, il va revenir aussi pour participer à des colloques ou même, certains, pour s'inscrire en doctorat. Et donc cela m'amène à votre deuxième question, celle de nos attentes. Et alors, je ne suis pas représentant du ministère, je parle en mon nom, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de mes collègues. Je dois dire que les conventions entre la Chambre nationale et les universités, dont on a un peu parlé ce matin et qui se sont multipliées ces dernières années, répondent globalement assez bien à nos attentes, pour peu qu'elles soient portées sur la durée par des commissaires motivés et dynamiques et par des enseignants motivés et dynamiques. Ces conventions permettent de mieux faire connaître la profession à travers des réunions d'information, des colloques. Elles permettent aussi de favoriser la mise en place de stages, d'apprentissage, la création de diplômes, de parcours spécialisés. Et nous, les enseignants-chercheurs, de même que les étudiants, nous y sommes vraiment très sensibles. Et à titre personnel, je dois dire que je suis absolument ravi que des commissaires de justice interviennent à l'université. Grâce à leur expérience pratique, ils apportent beaucoup à la formation initiale des étudiants. Et donc, je lance un appel pour les commissaires de justice qui hésitent à enseigner. Ne vous censurez pas. On cherche souvent des enseignants, surtout des chargés de TD. Donc, si l'enseignement vous tente, n'hésitez pas à prendre attache avec les universités près de chez vous. L'appel est lancé, merci à vous. Et par ailleurs, est-ce que vous avez remarqué ces dernières années une évolution de l'attractivité de la profession de la part, cette fois, des étudiants ? Oui, alors, ce sont des questions que me posent souvent les commissaires de justice avec qui je peux discuter. Et de façon juste purement objective, si on s'en tient au nombre de candidats à l'examen d'accès à l'INCJ, la réponse donc, à la question de l'attractivité, c'est oui, le métier semble plus attractif d'année en année, puisque le chiffre des candidats est globalement en hausse. Je pense, encore une fois, c'est qu'une impression, je n'ai pas de chiffres à donner, mais que le travail énorme de communication de la profession a été vraiment très positif auprès des jeunes, en particulier grâce à l'usage des réseaux sociaux. Moi, à l'époque où j'étais étudiant en droit, donc dans les années 2000, il y avait moins de réseaux sociaux, enfin il y avait Internet, et on entendait quand même beaucoup moins parler des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires. Je pense que ce qui joue aussi, c'est... alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est l'image du droit des voies d'exécution. Cette matière n'est plus considérée aujourd'hui comme une matière de seconde zone qui serait sans aucun intérêt théorique. Il y a des colloques, il y a des séminaires, il y a des ouvrages spécialisés. Et tous les ans, j'ai des étudiants de M1 ou de M2 qui viennent me voir et qui me confessent être passionnés par cette matière. Alors, évidemment, je vous mentirais en disant que les voies d'exécution ont autant de succès auprès des étudiants que le droit de la famille ou le droit pénal. Faut être lucide. Mais enfin, tout de même. Et si je vous parle des voies d'exécution, c'est parce que j'ai le sentiment que cette matière reste encore la porte d'entrée dans la profession de commissaire de justice. Bien sûr, il y a eu un rapprochement avec les commissaires priseurs judiciaires, mais une majorité d'étudiants, en tout cas je l'ai constaté, considèrent encore que les voies d'exécution, c'est le cœur du métier. Et c'est pourquoi l'enseignement de cette matière est, me semble-t-il, si important. Et là, je parle à mes collègues, en fait, ils ne sont pas nombreux dans la salle, mais il faut que les universitaires parviennent vraiment à faire transmettre le goût des voies d'exécution aux étudiants pour que l'idée vienne dans leur tête de devenir commissaire de justice. Mais il faut aussi, je pense, expliquer, et ça les partenariats sont là pour ça, qu'être commissaire de justice, ce n'est pas que de l'exécution.
Et aussi que préparer l'examen d'accès à l'INCJ, eh bien, ça suppose d'être un bon généraliste. Et quant aux attentes des étudiants, c'est assez difficile à dire parce que j'ai rencontré tous les profils. Vous avez l'étudiant qui vient, alors j'enseigne à Limoges, donc j'en rencontre des étudiants qui viennent d'un milieu rural et qui souhaitent finalement rester à la campagne, racheter une étude pour y rester. Vous avez des citadins qui eux, sont plutôt dans un esprit entrepreneur, on en a parlé ce matin. Et puis vous avez des étudiants, souvent des étudiantes qui visent plutôt un équilibre travail, vie de famille et qui sont plutôt portées vers le salariat. Et la force de la profession de commissaire de justice, c'est qu'elle peut répondre à tous ces étudiants, qu'elle s'offre à une grande diversité de profils. Et je ne vais pas revenir dessus, on a parlé de cette diversité ce matin. Mais tout de même, si vous me permettez, je vais tenter, c'est mon expérience, encore une fois c'est très subjectif, de dresser un portrait robot de l'étudiant qui souhaite être commissaire de justice, parce que malgré toute cette diversité de profils, il y a quand même quelques traits communs. D'abord, j'ai l'impression que l'aspirant commissaire de justice, c'est quelqu'un qui ne veut pas être enfermé dans un bureau toute la journée. C'est un juriste de terrain, c'est quelqu'un qui veut voir le soleil, voir le ciel, sortir, bouger. Ça, je le sens très, très fortement. Souvent, d'ailleurs, ils sont un peu sportifs. J'ai également constaté que c'est quelqu'un qui ne manque pas de sens de la justice et de courage, parce qu'il a conscience de l'importance de cette profession, mais aussi des risques auxquels il pourra être exposé. Là aussi, on a un peu évoqué ça. Mais cela dit, ces étudiants ne sont pas dans un esprit de sacrifice ou de bénévolat. Je les entends, ils espèrent quand même être payés à la hauteur de leurs efforts. Et enfin, comme je le disais, ces étudiants sont généralement des étudiants qui ont le goût de la procédure. Peu importe qu'ils viennent ou non d'un master spécialisé en procédure, d'ailleurs. Mais il faut admettre qu'il y a des étudiants aussi qui avaient en tête une autre profession que commissaire de justice et qui vont s'orienter vers cette profession parce que soit c'est des calculs, ils estiment qu'ils ont plus de chances d'être recrutés ou de gagner de l'argent, ou d'autres c'est un hasard, ils ont vu une petite annonce, un stage et boum, tout cela a finalement pris. Et à ce moment-là, le goût du métier viendra peut-être plus de la pratique que de la théorie. Merci beaucoup Rudy Laher, merci infiniment à vous 5 d'être venus partager votre savoir avec nous. Merci pour ces précieux échanges.